Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 et il est exactement 8h20, vendredi 13, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux. Après tout, vendredi, c'est le jour de Vénus, voilà. Alors donc, nous allons ensemble parcourir cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 septembre. Alors vous voyez donc que cette pleine lune se fait dans l'axe Vierge-Poisson, la pleine lune prenant son plein dans le signe des Poissons. Alors la lune est une planète d'élément eau, le signe du Poisson est d'élément eau. Alors il est vrai que l'eau de la lune et l'eau des Poissons n'est pas la même, l'eau des Poissons est une eau de tonalité neptunienne, la lune c'est l'eau matricielle, c'est tout ce qui va nous ramener à notre part d'affectivité, de sensibilité, c'est le rêve, l'enfance, c'est le cocooning, c'est la tendresse. Vous voyez, on aime se bercer dans le creux de la lune, voilà, c'est tout ce qui nous ramène à l'essentiel, à la part de l'enfance qui est encore en nous, enfin du moins, j'espère qu'elle n'est pas totalement éteinte, voilà. Et quant aux Poissons, avec la vastitude de Neptune, évidemment, là, c'est la prise de conscience que nous autres, comment dirais-je, petits maillons dans la chaîne de l'humanité, et bien précisément, nous appartenons aussi à l'humanité par le fait que Neptune marque le côté universel, collectif, c'est le monde entier, c'est le côté universel. Donc, nous avons une pleine lune qui va nous donner, comment dirais-je, une hypersensibilité. C'est une pleine lune qui est plutôt proche au rêve, à la contemplation. Durant cette période-là, eh bien, je vous inviterai à noter vos rêves, pour ceux qui s'en souviennent, tout au moins tout ce qui est du registre de la sensibilité, tout ce qui va tendre à nous mettre un petit peu à distance du monde matériel va être particulièrement sollicité. Et puis on est dans l'axe aussi, Soleil le conscient dans le signe de la Vierge, on est en plein dans la rationalité, dans l'aspect analytique, et avec la Lune en Poisson, on est dans tout le contraire, on est dans le relâchement, on est dans le ressenti, l'intuition. Un peu pour reprendre cette réflexion d'André Breton, puisqu'on fête actuellement le centenaire de la naissance du surréalisme en octobre 1924, et André Breton a eu que cette phrase tout à fait d'ordre neptunienne « Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir ». Et Breton était né sous le signe des Poissons, et c'est une réflexion bien neptunienne « Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir ». Voilà. Voilà. Alors, je vais tout de suite placer la planète qui met particulièrement en résonance cette pleine lune. Eh bien, vous allez voir, c'est très parlant. Neptune, eh oui, donc cela ne fait que renforcer ce que je viens de vous dire. Nous avons une pleine lune qui est totalement neptunienne. La lune Neptune, c'est la contemplation. C'est aussi tout ce qui nous relie au cosmos, à l'ailleurs intérieur, le voyage intérieur, donc c'est une magnifique lune pour l'inspiration, pour la création. Si vous écrivez, eh bien écoutez, allez-y, écrivez, c'est très bon pour les artistes, les musiciens, les peintres, les poètes et j'en passe, c'est une lune pleine d'inspiration. Elle est pleine de sentiments, elle est gorgée d'émotions. C'est une lune contemplative, une lune ma foi, qui va nous rendre à fleur de peau également, donc attention, il faut aussi se préserver parce que nous allons être de véritables éponges, on va prendre. Bref, il y a là une lune tout à fait, ça rassemble, vous voyez, on a l'individu et le collectif, tout ça dans le signe du Poisson. C'est une pleine lune très universelle en fait, très humaine. Alors évidemment, elle s'oppose à un soleil Vierge, donc on voit les forces du rationnel qui s'opposent aux forces de l'irrationnel, pour résumer d'une façon prosaïque ma pensée. Alors l'intérêt dans une pleine lune, c'est de trouver la résolution dialectique entre les deux. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de ne pas être trop d'un côté ou de l'autre, essayer d'arriver à
à trouver l'élément qui nous permet d'être un petit peu à l'intersection, parce que vous savez que la Terre est ici, et qu'au moment de cette nouvelle lune, nous nous trouvons précisément au centre, là, nous sommes ici, voyez. Donc, arriver à établir le point de jonction de cette pleine lune. Voilà, donc, pleine lune neptunienne. Alors, on va continuer, on va positionner Mercure, puisque le Soleil est sous la maîtrise de Mercure, et Mercure est la planète du lien, de l'échange. Mercure, lui, est en Vierge. Vous voyez, alors ça, c'est intéressant. Alors là, c'est vraiment remarquable. Soleil, le conscient, l'ego, Mercure, l'intellect, en Vierge. Mercure en Vierge, il est très fort. Il est dans son signe de prédilection. Le Mercure de la concentration, le Mercure analytique, qui décortique, qui analyse, qui affine. Voilà. Et on a de l'autre côté une énergie tout à fait opposée. Vous voyez, on a vraiment là une pleine lune qui est très intéressante. Deux forces qui s'opposent. Mais en même temps, elles sont complémentaires. Notre rôle, ça va être de savoir les rendre complémentaires. Faire en sorte que l'inspiration puisse se matérialiser, se concrétiser. Parce que souvent, vous voyez, on est en proie avec l'inspiration, elle nous emporte, mais on a du mal à lui donner forme. On a du mal à la matérialiser, à la concrétiser. On ressent les choses, mais c'est diffus. Neptune, il est polymorphe, il est diffus. Et puis alors la Lune, n'en parlons pas, c'est l'âme. Voyez. Donc là, on peut être en proie à des vertiges intérieurs, à de l'inspiration, on est plein, mais on a du mal à pouvoir justement synthétiser. Là, avec le Mercure Vierge, on peut synthétiser cette vastitude que nous aurons en nous. Donc on a deux continents, deux énergies qui s'opposent, mais qui sont aussi complémentaires. C'est de la Terre avec de l'eau. La Terre et l'eau, ce sont deux éléments complémentaires. La Terre va contenir l'eau et l'eau va fertiliser la Terre, en fait, de la Vierge. Et il y a quelque chose qui pousse derrière. Donc, on a là une pleine lune qui est très intéressante. Donc, sur notre plan personnel, ça sera le moment de prendre du recul, d'écouter notre part d'intuition, de suivre notre instinct. La Lune régit l'instinct, cette parole essentielle, cette petite voix intérieure, de l'écouter et puis surtout de ne pas la laisser fuir, de ne pas la laisser à l'état comme ça, je dirais à l'état un peu végétatif, s'en emparer pour en faire quelque chose. Voilà, la rendre intelligible. Vous voyez, on est dans l'indicible, Lune, Neptune, Poisson, et le dissible, Soleil, Mercure. Voilà, donc c'est vraiment une pleine lune très très intéressante. Alors on va continuer. On va positionner Vénus, on va aller dans l'ordre. Vénus, planète importante aussi, enfin elles le sont toutes. Alors voilà, Vénus est en balance. Vous voyez, on a un Mercure en Vierge, une Vénus en balance. Les planètes sont dans leur domicile, en pleine liberté d'expression. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une Vénus qui est au quinconce de cette pleine lune. Vous voyez, pleine lune qui est au quinconce de cette pleine lune. Alors, Vénus balance, c'est une Vénus qui a besoin d'équilibre, d'harmonie, de concorde. Voilà, on est vraiment dans une grande part d'affectivité. Vous voyez là? Bon, Vénus qui a besoin de paix. C'est la concorde. C'est l'harmonie, c'est très bon aussi pour toutes les expressions créatives, tous ceux qui sont dans des domaines de création. Peu importe lesquels, Vénus favorise tout ça, vient nourrir ce pôle créatif en chacun. Donc une Vénus... alors évidemment, la Vénus en balance, c'est la Vénus qui est dans le cadran automnal. N'oublions jamais que derrière la balance, il y a la présence de Saturne par exaltation. Ce qui fait que la Vénus balance est tout à fait différente de la Vénus taureau qui est dans le cadran printanier. La Vénus balance est un petit peu plus esthète, un petit peu plus distante dans son expression. Voilà, mais il n'en reste pas moins qu'elle conserve ses qualités d'ordre, d'harmonie. Tout ici, tout n'est corde, luxe, calme, beauté. Tout n'est corde, beauté, luxe, calme et volupté. C'est un peu ça, cette Vénus avec cette pleine lune Poisson. Donc, on a là un ciel qui est plutôt, pour l'instant, harmonique, je trouve, qui est très complémentaire et qui s'équilibre. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas fini. Nous avons encore d'autres collègues célestes qui vont venir se greffer à ce ciel présent. Alors, on va positionner Mars maintenant. Planète du désir, de l'action, Mars. Ah, on a un Mars en Cancer, intéressant.
Vous voyez, on a un Mars qui est sous la maîtrise de la Lune, Mars Cancer. Vous voyez, on a un Mars qui baigne dans l'eau matricielle du Cancer. Alors le Mars en Cancer, évidemment, il est en chute, puisqu'on le met exalté en Capricorne. Donc on a un Mars qui est en chute, il est dans le signe du Cancer, il est sous la maîtrise de la Lune. Ce qui veut dire que cette pleine Lune va rendre particulièrement sensible et réceptif Mars. Alors ce Mars en Cancer, il est hyper réactif, il réagit aux ordres de la Lune. Donc ça donne un Mars, dès qu'on va toucher la sphère de l'affectivité, qu'on va toucher ce que l'on aime, voilà, la Lune, notre petit groupe à nous, notre petit clan, notre petit cocooning, c'est là qu'on va réagir, c'est là que la valeur de Mars va se réveiller. Donc on a un Mars là qui est à fleur de peau. Si on décale l'interprétation de cette pleine lune sur le plan collectif, on a un Mars là qui est au service du peuple, la lune qui symbolise le peuple, et nous avons une pleine lune qui est collective, donc ça peut donner un climat très, comment dirais-je, je ne dirais pas électrique, mais un climat, attention au débordement émotionnel, parce que les émotions, c'est important, mais il convient justement de savoir les maîtriser. Soleil, Mercure Vierge, de ne pas se laisser totalement submerger par les émotions. Hein. C'est le message de cette pleine lune, et on a un Mars en Cancer qui vient un peu rajouter sa note, je dirais, de fébrilité. Alors sachez aussi que le Mars en Cancer, on trouve des Mars en Cancer dans beaucoup de gens qui s'engagent pour défendre leur patrie. Hein. Je vous avais raconté il y a fort longtemps dans une vidéo avec un groupe d'astrologues, on avait dressé le thème des membres du GIGN et du RAID, et nous avions été très surpris de trouver beaucoup de Mars en Cancer et en Balance. En Balance, il est en exil, en Cancer, il est en chute. Et on avait été très surpris, mais en définitive, après, nous avons compris. Le Mars en Balance, il défend son territoire, le peuple, il se met au service des autres. Et le Mars en Balance, le Mars en Cancer, pardonnez-moi, se met au service du territoire de la Lune. Vous voyez, la maison 4 à l'origine. Et en Balance, Vénus, il va défendre ceux qu'il aime. C'est-à-dire que c'est là, quand il va sentir ceux qu'il aime qui vont être touchés, c'est là qu'il sort son glaive. Et puis c'est aussi la défense pour l'équilibre, la justice par la Balance. Et ça va être assez saisissant de voir ça. Le capitaine Baril, par exemple, qui était créateur du GIGN, il avait une conjonction Saturne-Mars en Capricorne. Les deux en détriment, à l'ascendant. Donc, vous voyez, ça donne à réfléchir. Souvent, dans les planètes en exil ou en chute, souvent les natifs vont avoir ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de surcompensation. Ils vont sentir qu'ils ont une faiblesse sur ce point et ils vont la compenser et la surcompenser par une activité qui va un peu, je dirais, exacerber les valeurs de cette planète qui est faible. Donc voilà un peu, ce Mars est sous le registre de l'affectivité. Donc un ciel particulièrement frissonnant. Alors, évidemment, je n'ai pas insisté sur la valeur très spirituelle de Lune Neptune, ça vous le savez tous, je ne vais pas commencer à décliner tout le potentiel symbolique que ça rattache. Mais ça appartient au registre intime de chacun. On va positionner maintenant Jupiter, justement, parce que Jupiter a maîtrise sur le signe des Poissons également. Jupiter est en Gémeaux. Voilà. Alors là, le Jupiter, évidemment, le petit pépère Jupiter, là, il est carrément, vous voyez, là, au carré de cette pleine lune, vous voyez, il envoie un carré, il est même, oui, enfin, Neptune est à 8 degrés d'orbe, c'est un peu large. Non, on a vraiment Jupiter qui est à l'intersection de cette pleine lune. Jupiter qui est également le maître, n'oublions pas, des Poissons à l'origine. Il est dans le signe de Mercure, et il est au carré de cette pleine lune. Carré à Mercure, c'est un carré appliquant, donc on le compte. Alors, évidemment, ce Jupiter-là, qui est à l'intersection, il exacerbe tout ce que je vous ai dit. Soleil-Jupiter, un carré Soleil-Jupiter, c'est un peu les deux planètes de l'autorité qui s'affrontent, qui se regardent en coin. Donc on voit que là, il y a un rapport Soleil-Jupiter, si on le déplace sur un pont collectif, le pouvoir
se trouve à mener un combat, se trouve à être malmené, et il est malmené par un collectif, une énorme vague qui se dresse devant lui. Donc ça peut marquer des protestations, ça peut marquer des mobilisations. Tout au moins on voit qu'il y a une ligne de tension par rapport aussi à l'ordre. La justice, c'est Jupiter, l'autorité, le soleil, le centre, et on va dire le peuple, le collectif. Alors évidemment, cette nouvelle lune-là peut jouer sur le plan mondial. Je ne la limite pas uniquement à la France. C'est pour ça que je ne mets jamais la domification. Je ne domifie pas la pleine lune exprès pour la laisser dans sa globalité. Il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des manifestations, par exemple le conflit du Moyen-Orient. On sait que le peuple israélien descend dans la rue, se mobilise pour contester la politique de Netanyahou. Voilà, ça peut venir de par là aussi, ou d'ailleurs. Ça, c'est le côté mondial, c'est le côté universel, mais on voit qu'il peut y avoir des mobilisations contre l'autorité et le pouvoir. Alors, en individuel, évidemment, vous le déplacez aussi. Comme je vous l'ai dit, vous voyez dans quel secteur la pleine lune se déploie, et vous voyez les secteurs qui sont concernés. Maintenant, on va positionner l'ordre, la rigueur, le strict Saturne. Eh oui, et Saturne, il est également en Poisson. Depuis un petit moment, Saturne est en Poisson. Alors, Saturne est opposé à Mercure, et il est aussi dans le carré de Jupiter. Voilà, on a un carré, donc, Mercure, Jupiter, Saturne. Un carré, ce qu'on appelle un carré en T. Voilà. Alors, Saturne, opposé à Mercure, bien évidemment, il y a quand même là, Mercure est quand même plus fort parce qu'il est dans son signe. Saturne est un petit peu plus faible dans les signes des Poissons parce que Saturne en Poisson, il n'est pas dans son élément. Il est dans le monde de Neptune. Le monde de Neptune, c'est pas vraiment le monde qui lui convient. Ça lui demande de s'adapter, de faire preuve d'un grand effort d'adaptation et puis d'accepter de laisser parler sa part intuitive. Le Saturne, il a du mal à accepter ça. C'est la planète du contrôle, de la rationalité, c'est le pragmatisme, c'est la rationalité pure. Alors là, il est obligé d'accepter d'être environné par Neptune. Et il y a Mercure en face, qui est plutôt dans sa part de rationalité, qui est en face. Donc on voit que là, le Neptune, qui marque l'ordre, la structure, au carré de Jupiter, est également malmené. C'est le juge et l'avocat. Le juge Saturne, l'avocat Jupiter, et Mercure, lui, qui est le lien. C'est le porte-parole, celui qui est là, qui vient un petit peu jouer l'agent de liaison entre cette dynamique Jupiter-Mars. Donc là, on voit qu'on a encore une ligne de tension entre des valeurs rationnelles et irrationnelles, et Jupiter, lui, qui est en exil. On a un Jupiter aussi qui est en exil, puisque son domicile, c'est le Sagittaire, et il prend le carré de Saturne. Donc on a un Jupiter qui est faible. Donc attention, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, aux engagements, aux décisions que vous allez prendre, calculez bien votre capacité à pouvoir les assumer sur la durée. Parce qu'après, Jupiter, évidemment, vous savez, je vous répète toujours l'adage romain, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Donc, réfléchissez bien si on vous fait des propositions qui sont valorisantes, Jupiter, d'être capable de les assumer sur la durée, Saturne. Ne vous laissez pas trop emporter. Prenez bien votre temps, Saturne. Ne cédez pas à l'élan jupitérien. Soyez très prudents. Et notamment pour cette pleine lune, parce que Mercure participe. Donc, si on vous fait une proposition, demandez du temps de réflexion et analysez bien Mercure, les choses. Ne vous laissez pas embarquer par ce carré mutable, Gémeaux, Vierge, qui pourrait après vous jouer des tours un petit peu difficiles. Voilà, donc prenez bien votre temps. On continue. On va poser l'agitateur, mais celui qui permet aussi que les choses avancent. Uranus. Le petit Uranus, il est à la 27 degrés du Taureau, il est dans sa phase de rétro. Les planètes lentes, là, Saturne, Uranus sont en rétro, et il y a également Pluton qui est en rétro en ce moment. Alors Uranus est en Taureau, lui, il est au trigone du Soleil, et il est au sextile de la pleine lune. Alors c'est vrai qu'Uranus, là, à l'intérieur de tout ça,
C'est un principe plutôt étroit, concentré. Il est en taureau, signe pragmatique. Alors, au trigone du soleil, un trigone soleil vierge à Uranus taureau, c'est très ancré dans la matière, c'est très concret. Donc on voit qu'on a le désir de faire avancer les choses, d'apporter des changements. Sur un plan collectif, on sait qu'Uranus régit les révolutions, ça peut être aussi les réformes. Tout au moins, il y a une belle dynamique d'avancement, d'évolution, puisque la résolution, vous voyez, de cette pleine lune, ça passe par Uranus. Uranus, c'est la capacité à se remettre en question. Comment dirais-je, la capacité aussi à répondre à l'inattendu qui va nous amener à devoir nous remettre en question. Donc, cette pleine lune-là a un caractère aussi novateur. Alors, nous allons bientôt, là je vais un petit peu être cocorico, circonscrire mon propos à l'Hexagone. On va avoir la formation de notre nouveau gouvernement. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Alors il est possible que ce nouveau gouvernement ne soit pas du goût de tout le monde. Entre cette conjonction Lune-Neptune, là au carré de Jupiter et du Soleil, et cet Uranus qui est au trigone du Soleil, c'est-à-dire que ce renouveau-là ne va pas être du goût de la grande majorité des gens. Et Lune-Neptune, c'est le peuple. C'est vraiment le peuple aussi dans son expression la plus... comment dirais-je, le peuple, vraiment, vous savez, c'est ces gens qui essayent de joindre les deux bouts, Soleil-Neptune, c'est avec ce Saturne qui est pas loin, vous voyez. Oui, la grande masse des gens, de ceux qu'on veut faire taire ou que l'on tait ou qu'on ne veut pas entendre. Alors on voit bien que ce ciel-là est vraiment partagé, vous voyez, une pleine lune qui prend sa résolution par Uranus, et ensuite ce carré avec Jupiter. Vous voyez, parce que Jupiter est au carré du Soleil, vous voyez. Donc elle est vraiment scindée. On voit un courant là qui se met en place, Soleil-Uranus, très pragmatique, très froid, très centré sur des objectifs. Et après, l'espoir, Lune-Neptune, de la grande majorité qui est déçue et qui se dresse contre l'autorité et justement les mesures qui sont prises. Alors maintenant, on va continuer à positionner le dernier, Pluton, lui, qui est revenu en Capricorne. Il est là. Il est en rétro. Alors là, il arrose pas mal, Pluton, là. Là, il discute avec ses potes. Il est au carré de Vénus. Il est au trigone du Soleil. Il est au sesquicarré de Mercure. Alors, trigone Vénus, trigone du Soleil, ok, sesquicarré à Mercure, sesquicarré, et il est au double sextile de la Lune, on va dire, et il est au semi-carré de Saturne. Ouais. Il n'y a que Jupiter-Mars qui n'aspecte pas. Et encore, Mars, petit à petit, vous savez, Mars va avancer, on va avoir la phase d'opposition Mars-Pluton qui va durer un petit moment parce que Mars va rétrograder en face de Pluton. Donc attention là, cette opposition-là, elle n'est pas bonne, surtout vu le climat mondial dans lequel on baigne. Ça va concerner aussi Michel Barnier, qui est né avec cette opposition natale et qui va la voir se reproduire. Il va avoir la tâche rude, il ne va pas s'amuser. Donc, disais-je, ce Pluton là-haut est très aspecté. Alors, il est au trigone, vous voyez, il est en aspect avec le tandem, il y a un grand trigone de terre. Vous voyez, donc là, on voit bien aspect de pouvoir, faustien, prométhéen, avec le Soleil. Donc, on voit les mesures qui vont être prises du pouvoir, là, qui vont être certainement assez rigides, assez fortes, et qui ne vont pas être forcément... du goût de l'harmonie de certains et de l'équité, parce que la Vénus en balance, c'est aussi le souci d'égalité, mais aussi d'équité. L'équité et l'égalité étant deux notions bien distinctes. L'équité est infiniment plus importante que l'égalité, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, c'est pas le propos de cette vidéo. Mais on voit que ce Pluton est très fort. Alors il revient une dernière fois en Capricorne, il revient faire un nettoyage dans le monde de Saturne, et il se trouve au semi-carré de Saturne. Voyez-vous, le semi-carré là. Donc c'est un aspect encore, on voit que les structures
tout ce qui symbolise l'État dans ces grandes institutions va être secoué. C'est clair. Là, hein. Donc c'est encore un dernier moment. Alors il y est à peu près jusqu'à la fin de l'année, hein, puisqu'il va rentrer en Verseau l'année prochaine, et il y entre définitivement pour y rester durant 21 ans plutôt. Voilà. Donc on a quand même un Pluton qui est très fort. Oui. Vous voyez, qui est un peu... alors évidemment, il régit après tout ce qui est lié à la terreur, à la menace nucléaire, enfin ça... Je ne vais pas en rajouter dans la cour, c'est pas la peine. Vous le savez, vous l'entendez certainement de la part d'autres consoeurs et confrères, donc je ne vais pas enfoncer davantage le clou. Alors voilà maintenant la pleine lune dans sa totalité, vous voyez. C'est quand même un entrelac d'aspects, hein. Pour ça que je vous présente toujours la pleine lune pas à pas, pour que vous puissiez vraiment l'intégrer, parce que l'interpréter d'office comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Alors on voit qu'on a un beau cerf-volant, c'est vrai, du soleil là, vous voyez, ça fait un beau cerf-volant, trigone relayé par 2 sextiles, voilà. Il y en a qui l'appellent un diamant, voilà. Alors un cerf-volant, il faut bien garder la ficelle pour pas le lâcher, et puis un diamant, ça demande à être taillé, hein. Donc on a quand même ce beau cerf-volant, mais bon... c'est pas parce qu'on a un beau cerf-volant que ça va changer la réalité, hein. Il ne faut pas délirer non plus, mais tout de même, il existe. Donc on voit qu'il y a un élan, on a un besoin aussi d'aller vers l'essentiel. Voilà. On taille son diamant pour le rendre le plus pur possible. Et puis le cerf-volant, c'est le besoin de liberté, hein, aussi. Voilà, cette aspiration à la liberté. Et cette liberté est de plus en plus menacée, hein, voyez-vous, hein. Et quand Pluton va rentrer en Verseau, là, il va falloir se méfier, hein. Uranus, signe de fraternité, sous maîtrise d'Uranus qui est la liberté, et il y a Pluton qui est la terreur qui rentre dedans, et Pluton c'est le pouvoir. Donc il va falloir, hein, on voit que les libertés vont être de plus en plus circonscrites, il va falloir se méfier de tout ça, hein. Et alors ça prend une forme très pernicieuse, c'est pour notre bien-être et notre sécurité, toujours les 2 mots-clés, et petit à petit on est en train de nous cerner, de nous cadrer. Et oui, c'est ça qui est en train de se mettre en place, vous savez. Ce nouveau monde-là, avec ce beau ciel, vous savez, moi je suis très partagé, hein. Je ne suis pas comme certains de mes confrères qui décollent dans des considérations. L'ère du Verseau, d'abord l'ère du Verseau, on n'y est pas encore, hein. Sur un plan astronomique, on n'est pas dans l'ère du Verseau et on n'est pas prêt d'y être, hein. Donc là aussi, il y aurait besoin de remettre les points sur les i et les barreauter. Mais passons. Donc voilà ce ciel. Donc comme je le dis toujours, plaquez cette figure-là sur votre thème natal. Voyez dans quelle maison la pleine lune se déploie. Ça va être la maison qui va être particulièrement concernée. C'est celle-là qui va être mise en résonance durant tout le cycle de lunaison jusqu'à la prochaine pleine lune, en fin de compte, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Veuillez me pardonner. La nouvelle lune qui va se faire en Balance, hein. Donc durant tout ce cycle-là, observez bien aussi ce qui va se passer, hein. C'est la maison qui va être... Alors c'est la maison Lune-Neptune, là, qui va être particulièrement vibrante. Donc ça sera la maison qui demandera un surplus de conscience, parce qu'on est dans les forces inconscientes, là, et on a les forces du conscient rationnel qui sont en face. Ça va vous demander de jeter un regard attentif sur ce secteur-là, hein. La maison dans laquelle la pleine lune accompagnée de Neptune va se faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage lunaire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, comme d'habitude, si vous avez apprécié. Partagez cette vidéo. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à mon site internet, comme ça, à chaque newsletter, vous serez prévenu des mises à jour. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite un très très beau vendredi 13. Ne croisez pas la route de Jason, hein. Ça c'est pour les cinéphiles, ils m'auront compris. Mais un joli vendredi 13 et puis jour de Vénus, voilà. Et puis j'en profite pour vous souhaiter également par anticipation un très beau week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.